il y a 1000 endroits à Paris où vivre pour un écrivain dans différents arrondissements, plus ou moins branchouilles et tout ça. Et il se trouve, et c'est là où le hasard est vraiment du côté de Dieu, il se trouve qu'on habitait exactement à la même adresse. C'est-à-dire que nous étions tous les deux dans 2 immeubles qui se faisaient face, séparés par une cour de quelques mètres. Voilà. Et on ne s'en est pas aperçu tout de suite, bien sûr. Moi, je suis arrivé rue de la Convention dans le 15e arrondissement, arrondissement petit bourgeois, familial, en 1989. Voilà, et c'est presque par hasard, donc je suis arrivé dans cet immeuble. Enfin, je n'ai pas choisi, mais j'ai choisi comme je pouvais un immeuble qui me convenait par rapport à mes moyens. Et voilà. Et donc, c'était au 103 rue de la Convention. Et j'ai commencé à vivre là avec ma femme, et nous avons eu un enfant très vite, 1 an après. En face, quelques années après, s'est installé Michel, et ça, je m'en suis aperçu un jour qu'on s'est croisés dans le quartier Saint-Germain, près des éditions du Rocher, où là, il m'a dit qu'il habitait au même endroit. Voilà. Et donc, on a fait connaissance, et on s'est vu ensuite très, très fréquemment ailleurs, et puis aussi, là, évidemment, dans notre immeuble. Donc, c'est comme ça, c'est les circonstances étonnantes qui font que 2 écrivains habitent au même endroit. Voilà, c'est vrai que c'est rare. Mais ce qui est plus rare encore, c'est que ce soit 2 écrivains de la même génération et qui aient des destins, en tout cas, assez parallèles. Et avec des lecteurs communs aussi, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui nous lisent aussi tous les deux, et même qui peuvent s'affronter, qu'il y a à la fois des concurrences. Bon, moi, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Je l'ai ressenti comme un coup du destin formidable. À partir du moment où il a quitté la rue de la Convention, je ne l'ai plus jamais revu. Moi, je ne suis pas... C'est un peu, vous savez, j'ai eu aussi, dans un autre ordre d'idées, mais ce genre d'amitié, on peut dire, en tout cas avec un copain de régiment. Quand j'étais à l'armée, j'ai fait mon service militaire, quand on vit quelque chose un peu de difficile ou de particulier comme le service militaire, est-ce que ça vaut le coup d'après de se revoir et de prolonger sa relation après on n'évoquera jamais que nos souvenirs de militaires, vous voyez, alors c'est pas très intéressant. Moi, donc je préférais couper court. Quand je suis sorti du service militaire, le type avec qui j'étais à l'armée, on a décidé d'un commun accord de ne plus se revoir, c'était plus classe. Voilà, finalement ça ressemble un peu à ça. La sortie du service militaire a coïncidé pour lui à son succès. À partir du moment où il était sorti de la guigne et des problèmes et qu'il était devenu un écrivain connu, c'était normal qu'on ne se voit plus. Je ne pouvais que lui rappeler les mauvais souvenirs de l'époque où il n'était pas encore un écrivain reconnu. Voilà. Alors est-ce que maintenant il y a gagné en fréquentant des faux culs, des types qui sont à genoux pour rien, qui le comprennent pas, et surtout des horribles personnages du milieu littéraire? Ça le regarde. Hein. Moi, je fréquente plus personne, donc je suis très content d'être ailleurs, dans un monde beaucoup plus vivant, en dehors du monde des lettres. Là, c'était une figure familière. Évidemment, le grand choc, ça a été en 98, à la rentrée 98, quand il a fait Les Particules. Et là, évidemment, on a découvert un romancier. Donc là, c'était tout à fait différent. Donc là, les choses se sont inversées très rapidement. Donc moi, qui étais un peu la personnalité de l'immeuble, eh bien, ça a été lui qui est devenu la star de la cour. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai commencé à en rendre compte de cette ironique renversement des choses dans mes propres textes, et avec, je crois, une tendresse, même si elle était teintée j'en ai rajouté dans le sarcasme et l'amertume et le destin qui avait mal choisi son grand écrivain dans la 103 de la rue de la Convention. Enfin bon, ça a toujours été il y a toujours eu une rivalité et une émulation entre écrivains de la même génération et certainement presque pas du même style, mais enfin de la même mouvance, on va dire. Il rassure. C'est une littérature qui inquiète aussi d'un certain côté, mais qui rassure aussi. Beaucoup de gens disent « Ah, je me suis vraiment retrouvé dans cette galerie de personnages médiocres qui sont pas très sexués, qui sont un peu complexés, qui ont pas d'élan, pas de goût, plus de goût à vivre, qui sont dans la minablerie, etc. » Donc ils se retrouvent là. Donc ça évidemment, moi, s'il m'arrive d'écrire des gens comme ça, c'est pour en dire du mal ou pour les attaquer. Lui, c'est pour montrer une certaine compassion envers eux. Donc évidemment, il touche beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de gens qui se sentent complexés et médiocres que des gens qui sont dans l'extase et la sublimation comme moi, en permanence, qui n'est fréquenté souvent que des jazzmen, des belles femmes, des peintres, des dessinateurs, des acteurs, des gens de cinéma, etc. Donc c'est une question de mode de vie aussi. Hein. Il y a un élan vital où il n'y en a pas. Voilà. Et lui, il ne faut pas oublier qu'il est resté tout le temps dans cet appartement, frustré, en macérant une espèce de rancœur
de haine aussi, d'aigreur, qui n'est jamais vraiment parti. Et sa grande intelligence, c'est d'avoir transformé tous ces sentiments en une sorte de style pour en faire des personnages, parce qu'il a bien compris que d'autres étaient comme lui. Et c'est à eux qu'il s'adresse, voilà. Et moi, je ne m'adresse pas à eux, je suis plus snob que ça, on va dire. Voilà. Moi, j'essaye de montrer aux autres, à mes lecteurs et aux autres humains qu'il y a des possibilités d'extase. Voilà. Qu'il y a vraiment. Mais pour ça, il faut descendre sur le territoire. C'est là où est notre grande différence. Il y a un cartographe et un territorialiste. Voilà. Et moi, je suis le territorialiste, bien sûr. Et plus on avance, et plus nos points communs se voient et sont absolument évidents. Alors là, je suis obligé de sortir un peu du bois parce que je suis pressé par tout un tas d'internautes et de lecteurs qui ont remarqué des coïncidences plus que troublantes entre donc mon roman paru en anti-édition au début de l'année, qui s'appelle L'homme qui arrêta d'écrire, et celui de Michel qui est paru récemment, La carte et le territoire, chez Flammarion, dans le système tout à fait traditionnel et classique du capitalisme des lettres. Voilà, et je trouve que c'est très intéressant. Alors lui n'est pas tellement fautif de pas grand-chose. Il fait son business avec sa ligne éditoriale et littéraire aussi. Mais ce qui est grave, c'est la façon dont le milieu littéraire l'a choisi à mon détriment, d'une façon tellement aveuglante, qui va finir par se retourner contre lui et à son désavantage. Et ça, c'est dommage. Si vous regardez un entretien très soporifique qu'il a donné à un site horrible que lui évidemment il adore, qui s'appelle Sur le Ring. Alors il a commencé d'ailleurs en faisant de la lèche au site. C'est comme si moi ici je disais tout le bien que je pense de Fluctuate et que c'est vraiment un super site parce que vous voyez le petit bateau qui flotte en bas, ça s'est jamais vu et c'est super. Voilà. Alors, et les autres sont là, c'est deux gandins de la droite la plus extrême déguisée en libéralisme post-bouchiste et qui sont horribles et qui analysent d'une façon très sérieuse ce qu'a fait Michel, et lui il les roule dans la farine, ils s'en aperçoivent même pas, ils sont absolument ridicules, hein. C'est un site vraiment que je recommande pour voir tout ce qui se passe, tout ce qui est devenu justement cet esprit à force d'être anti-gauchiste et anti-68 art, on arrive à devenir vraiment des parangons de l'état d'esprit le pire qui soit sur la planète. Ils sont complètement coupés de la réalité alors je parle même pas des problèmes géopolitiques, etc. Et c'est même pas des sarkozystes, vous voyez, c'est des gens de droite qui ne sont même pas sarkozystes et qui en fait le sont en cachette, voilà. Et ils mêlent ça avec une espèce de littérature et une culture qui est vraiment assez abjecte. Bref, et dans cet entretien, donc, il glisse quand même qu'il m'a lu, au moins en ce qui concerne le portrait que je fais de lui. Les portraits, parce que j'ai parlé de lui bien souvent dans plusieurs textes. Voilà. Et il trouve ça pathétique. Pathétique pour qui ? Je ne me sens pas pathétique en écrivant sur Michel. Si lui, son image dans ce que j'écris apparaît comme pathétique, c'est une autre affaire. Ça, c'est vrai que, bon, je peux le comprendre, parce que, si vous voulez, il est obligé d'avoir mal réagi à cette lettre ouverte que je lui ai faite avec mon 27e livre, parce qu'il y avait des choses très vraies sur sa personnalité, sur son mode de fonctionnement littéraire aussi. Et je pense que ça a dû le blesser. Je ne me suis pas rendu compte que je l'avais blessé à ce point-là, parce que la réponse s'est fait attendre, et la réponse, elle est dans la carte et le territoire. Dans ce livre-là, vous avez vu qu'il est assassiné. Voilà. Eh bien, je l'avoue, là, ici, à Fluctuate, quasiment en direct, qui a assassiné Michel Houellebecq ? Eh bien, c'est moi. Voilà, c'est moi qui l'ai assassiné, c'est pas un des personnages de son roman. Et donc je l'ai assassiné dans ce livre qui est le 27e livre, en le décrivant tel que moi il m'a apparu, et je pense que le portrait est assez juste puisqu'il a satisfait beaucoup de lecteurs. Et il a avoué lui-même d'ailleurs que c'est en lisant les gens qui avaient écrit sur lui, dont moi, soi-disant, en passant, qu'il s'était inspiré pour construire lui-même son personnage. Donc cet assassinat, il a voulu faire encore plus fort que l'assassinat littéraire que j'avais effectué dans ma lettre ouverte à lui adressée. Sur le plan du prophétisme, on va dire, parlons même pas de la politique, hein, on va pas parler de ça, ni de la géopolitique. Là, pour moi, ils se sont tous trompés, là, de Dantec, Houellebecq, toute la bande, là, c'est une horreur, là, tout ce qui, même Philippe Muret, enfin bon. Mais ce que je veux dire, c'est que cette espèce de prophétie qu'il affiche, Michel, comme étant que l'avenir de la France sera son tourisme et que les étrangers viendront parce qu'il y aura à nouveau
ont un goût du terroir et que ce serait Jean-Pierre Pernaut vraiment l'avenir de la France, eh bien sûr que non. Tout sera bouffé, englobé par l'immense mondialisation de plus en plus galopante. Et de la même façon qu'il s'est trompé en prédisant très rapidement une obsession de la population pour les embryons congelés ou les naissances artificielles, et le clonage. Est-ce que le clonage est un problème très important dans le monde? Parlons même pas de la France. Est-ce que le clonage obsède les politiques et les gouvernements? Est-ce que les gens sont complètement affolés par une vision prochaine d'être tous clonés? Pas du tout. Vous voyez, donc il s'est trompé sur le clonage, il se trompera aussi sur le retour au terroir. Il ne faut pas oublier qu'on est tous les deux des petits bourgeois. J'explique ça, je crois, dans le 27e livre. Hein. Il y a ça, il y a la mère corse aussi. La mère... Que la littérature appartient aux petits bourgeois d'ailleurs. Exactement. Les grands de la littérature sont souvent des petits. C'est vrai. Les autres sont des exceptions. Les grands bourgeois ou les aristocrates, il y en a très peu. Tandis que les petits bourgeois, ils sont tous petits bourgeois. Alors, on va citer des exemples prestigieux qui nous ont précédés, mais vous les connaissez tous. De même Baudelaire, Rimbaud, Léon Bloy, Céline, tout ça, c'est tous des petits bourgeois. Et il faut pourquoi? Parce que nous on est des impolis, on va dire. Becbédé, c'est un bourgeois. Becbédé, il est bourgeois. Solers, il est bourgeois. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se font pas chez eux. Ils ont une éducation de trucs qui ne se font pas. Vous voyez? Alors que, par exemple, un jour, on était dans une soirée avec Michel, et Allier a déposé son cigare, son mégot de cigare, il l'a écrasé dans un cendrier, et quand il avait tourné le dos, Michel l'a pris et l'a rallumé et l'a fini. Voilà, mais personne ne peut faire ça si c'est pas un petit bourgeois. Voilà. Et moi, je suis d'une soi-disant impolitesse. Enfin, en tout cas, je me permets des choses incroyables. Même sur les plateaux télévision, vous avez vu, de couper la parole sans arrêt, je n'ai pas. Et ça vient d'où? Ça vient d'une espèce de révolte, je pense, de la mère. C'est-à-dire qu'on s'est révolté contre l'éducation rigide à la Corse, quand même, de nos deux mères respectives. Et c'est ce que j'explique dans le 27e livre. C'est que l'écriture vient souvent d'un combat contre la censure de la mère, contre la sévérité de la mère. Voilà. Chez lui, c'est vraiment flagrant, et chez moi aussi. Moi, ma mère est très importante dans tous mes livres. D'ailleurs, Je suis mort finit par une lettre que le narrateur a écrite à sa mère pour lui expliquer sa disparition. Bicos Goncourt, on lui a dit fais gaffe, là, il faut que tu enlèves ce côté agressif. Donc, il est gentil avec tout le monde. Il trouve que tout le monde est formidable. Il fait des compliments à tous les journalistes. Tout le monde est adorable avec lui. Il n'a qu'une vision en amoureux de l'humanité. Bon, voilà. Mais ça va lui reprendre. De toute façon, moi, j'ai confiance dans les mauvais côtés du petit bourgeois, si vous voulez. Ça ressort toujours, hein, à un moment donné. La colère et la fulmination. Il y a toute une partie assez importante qui tourne autour de l'art contemporain. Et la différence, c'est que moi, je me suis vraiment intéressé à l'art contemporain. Je le connais. Et à l'art tout court, d'ailleurs, en particulier l'art moderne, mais aussi l'art contemporain. D'ailleurs, ça ne m'a pas amusé d'enquêter sur le terrain. Donc je me suis déplacé sur le terrain et je ne me suis pas contenté de lire des fiches Wikipédia pour pouvoir parler de l'art contemporain. Donc là, tant pis, je me suis sali, j'ai souffert parce que c'était très pénible, comme j'ai souffert d'aller dans des endroits horribles que sont le magasin Colette, le Baron, les cocktails littéraires comme j'ai fait, je l'ai mis au Train Bleu, et puis les conférences de presse de Canal+, etc. Vous voyez, tous ces univers infernaux, je les ai visités. Donc c'est pas le cas de Michel, qui lui s'est contenté de se balader en France et faire les relais des châteaux avec sa carte Michelin en main, quoi. Donc l'art contemporain, il y comprend rien. De toute façon, l'art, il comprend rien. Il suffit de voir ce qu'il a dit sur Picasso. Alors là, pour le coup, c'est plus que pathétique, le pauvre. On a de la peine pour lui, quoi. Que presque 100 ans après, il répète ce que disaient les abrutis de 1910 sur Picasso. C'est même le pire des beaufs n'oserait pas aujourd'hui encore penser ça. Alors, on peut croire que c'est son personnage qui parle, c'est-à-dire le personnage qui s'appelle Houellebecq lui-même, mais pas du tout. Il a réitéré ça dans des interviews et il assume très bien. Bon, mais qu'il n'ait pas compris Picasso lui donne une certaine, quand même, on peut douter de ses compétences en peinture et en art, quoi. Il a été trop pris au sérieux. Ce qui est touchant et ce qui est réussi, c'est justement cette distance. Parce que moi, je le sais puisque je l'ai travaillé, cette distance. Donc, j'apprécie le fait qu'il ait travaillé, qu'il ait tenu jusqu'au bout cette distance avec lui-même. Il y a vraiment... Alors, ils appellent ça de l'autodérision, mais c'est pas de l'autodérision. C'est ni de l'autofiction non plus, bien sûr. C'est un détachement par rapport à son écriture d'avant. Donc c'est ça que je trouve réussi. Voilà. Et voilà, même si la structure, bon, je vous répète, toute l'histoire après avec l'enquête à la fin, avec le flic, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais il a quand même suivi, il a tenu sa ligne du début à la fin. Et surtout, il a enlevé toute cette horrible fatras de science-fiction.
cette espèce de prospective SF qui gâchait beaucoup de choses dans ses autres livres et qui, moi, me pompait l'air, quoi. Voilà, et là, au moins, c'est quand même quelque chose qui se passe. Sinon, aujourd'hui, en tout cas, il essaye, en tout cas, de se colter le monde contemporain. Il est ambitieux pour lui, parce qu'il est il est encore beaucoup plus égoïste, et beaucoup plus égocentrique et beaucoup plus mégalo que moi. Il ne faut pas se tromper d'immeubles dans la cour. Hein. Et oui. Non, là, il a une ambition. L'ambition, elle est très simple. Vous savez, c'est le Goncourt. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Il a essayé, et c'est ça qui est assez honnête d'une certaine façon, c'est de faire accorder, de formater un livre dans l'espoir d'avoir le Goncourt. Et ça tombe bien parce que ça lui permet aussi d'avancer dans son travail sur sa propre littérature, c'est-à-dire d'enlever plein de choses qui auraient pu déplaire à ces messieurs du Goncourt. Personne n'est dupe de ça. Hein. Alors, la différence aussi sur le traitement des people que nous avons introduit chacun dans nos romans, c'est que là encore, c'est une question d'effort, et je sais que dans l'état où il est, le pauvre, il peut pas avoir, je dirais presque l'amour nécessaire de pouvoir décrire les people même qu'on n'aime pas. Moi, je l'ai eu, on va dire que c'est de l'amour. C'est-à-dire que je me suis attaché quand, par exemple, Jean-François Kahn ou Edwy Plenel, que je vomis, bien sûr, parlent dans mon roman. C'est vraiment eux qui parlent. C'est-à-dire que je me suis fait chier pendant des heures à écouter vraiment leur langage, à piquer leur tic de façon de parler, leurs attitudes physiques pour les faire intervenir dans le roman, pour que ce soit crédible. Tandis que lui, il n'a pris que l'image vague qu'on lui avait dit ou qu'il a regardé à la télé très rapidement, ou alors ça n'a pas d'intérêt. Que Patrick Lelay intervienne dans son roman, ce n'est pas Patrick Lelay. Alors ça amuse qui? Ça amuse lui et Patrick Lelay. Ce sont les deux à savoir qu'il n'est pas comme ça, Patrick Lelay. Est-ce que c'est intéressant de faire intervenir quelqu'un comme Patrick Lelay s'il n'est pas Patrick Lelay? Autant l'appeler Georges Dupont. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Si c'est uniquement pour le nom. Alors moi, dans mon cas, j'ai transformé les orthographes des noms avec une seule lettre qui changeait, mais on est vraiment dans le vrai personnage. Quand Patrick Lelay arrive, c'est vraiment Patrick Lelay. Et notamment, il le fait par exemple sur Frédéric Becbédé, qui est son ami intime. Tant pis pour eux. Et ce n'est pas Frédéric, ce n'est pas Becbédé. C'est même pas l'image que Becbédé a de lui-même, ni de celle que Houellebecq a de Becbédé. Si c'est vraiment comme ça qu'il le voit, c'est très pauvre. Je serais vraiment fâché, moi, si j'avais un ami qui ne sait dire que ça de moi. C'est-à-dire qu'il ne sait me décrire que même pas comme une caricature. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Tandis que, encore une fois, Becbédé, dans mon roman, c'est vraiment lui. Alors évidemment, personne ne va le dire dans son entourage parce que c'est agressif ou c'est négatif. Mais c'est pas parce que c'est négatif que c'est pas vrai. Vous savez, il y a un grand soutien dans ce qu'ils estiment être de la souffrance. Ces gens-là estiment souffrir. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ils sont dans une revendication de la souffrance. Il avait déjà fait le coup avec Bernard-Henri Lévy en disant que c'était la meute et que la meute gagnera toujours. Et ça a fait rire tout le monde à ce moment-là puisque ça a été un grand échec éditorial. Et toujours édité d'ailleurs par la même Crémisy qui essaye de se rattraper maintenant avec la carte et le territoire. Hein. Bon, ça on le sait. Mais et donc ils se mettent dans une position de maudits. De gens qui sont persécutés, qui sont dans une souffrance. Ça devient indécent. Parce que c'est pas ça la souffrance. Hein. C'est pas de vendre 200 000 exemplaires et d'écraser toute une rentrée chaque fois qu'un de leurs livres paraît. Je pense pas que les autres auteurs qui ont sorti un livre ce septembre, octobre, pensent qu'ils sont dans la souffrance, Becbédé et lui. Et pourtant c'est vrai. Parce qu'au fond d'eux, il y a quand même une souffrance. Surtout chez Becbédé qui lui sait qu'il n'est pas un écrivain du tout. Alors que Michel, lui, il n'est pas l'écrivain qu'il aurait aimé être. Et il est trop entouré, il est trop sali déjà. Il a fait déjà tellement d'erreurs dans sa carrière que de toute façon ça va être dur dans la postérité de pouvoir le nettoyer de tout ça. Mais enfin bref. Et là vous avez le L, là. Vous avez le L avec les deux. Ça on dirait qu'ils sont déjà en garde à vue là encore une fois. Vous avez vu la dernière pub de Becbédé, l'indécence de l'affiche dans le livre de poche. Un enfant en garde à vue. Non, il n'était pas en garde à vue en étant enfant. On sait ce que c'est des enfants en garde à vue pendant la dernière guerre mondiale. Là, il avait 43 ans ou 45 ans quand il était en cellule pour son histoire de cocaïne. Bon, là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Donc là, il se retrouve dans une certaine mièvrerie, une certaine souffrance, une certaine complaisance, on va dire. Il se complaise dans une attitude d'enfant qui souffre dans le milieu des lettres et que ils sont tellement stars que c'est ça là. Être star, c'est souffrir et souffrir, c'est être star. Vous voyez, c'est ça. Alors là, il y a des choses énormes dans cet entretien-là. On n'est pas loin quand même d'une certaine. C'est pas homosexuel, mais pas loin. Hein. Il y a quand même
même une petite, c'est très refoulé tout ça, mais ils se tiennent chaud, je les vois bien tous les deux ensemble sous une même couverture, quoi. Alors là où c'est très drôle, c'est quand il dit qu'il a laissé à Beigbeder dans son livre l'une des plus belles phrases du livre, l'amour c'est rare. Alors là, l'amour c'est rare. Je ne pense pas que ce soit une très très belle phrase et ni très originale. Mais enfin, ça leur va bien. Donc moi, je les laisse entre eux, c'est très bien. Je suis très content d'être sorti de là. On me pose des questions, j'y réponds parce que je n'ai pas peur de citer mes contemporains. Mais on est quand même, tout ça est quand même très très loin de ce que c'est que la véritable vie d'un écrivain qui lui souffre vraiment. Hein.